Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 207. Et cette semaine, on va parler de l'actualité qui est brûlante en ce moment et on va demander à Louis des explications parce que c'est les Jeux Olympiques. Cette semaine, on a du BMX, ça c'est moi qui m'y collé. On a l'épreuve de cyclisme sur route et on a aussi la piste. Allez, on va voir tout ça immédiatement. Donc pour commencer ce show spécial olympique et olympisme, on va attaquer dès demain avec les finales de Freestyle BMX Park, avec les qualifications qui ont eu lieu la semaine dernière. Et on va enchaîner directement le 1er août. 1er août avec quoi? Le BMX Race. Eh oui, tu as déjà fait du BMX Race? Figure-toi que oui. Ah, voilà, en tout cas, j'étais sur un vélo dit de BMX sur une piste dite de BMX. Ça veut dire que je pratiquais le BMX. C'est déjà pas mal. Mais avec voilà. Ton explosivité, tu as préféré... Légendaire. Légendaire, tu as préféré faire de la piste. Voilà. Non, mais l'explosivité, ça, c'est plus tout ce qui est boss, absorption, tout ça. On a fait une vidéo là, justement là-dessus. Bon, concernant l'équipe de France de BMX Race, on a quand même... Gros morceau. On a une sacrément belle équipe, hein, car on a Romain Maheu, Sylvain André et Joris Daudet chez les hommes et Axel Etienne chez les femmes. Donc, Joris Daudet, clairement champion du monde en titre. Sylvain André, 3e des champions du monde cette année. Romain Maheu, bon, et il n'a pas eu de chance, il n'a pas réussi à accéder à la finale au champion du monde, mais c'est l'ancien champion du monde. Donc clairement, on a de grosses chances de victoire. On a chez les femmes Axel Etienne qui était déjà aux Jeux Olympiques de Tokyo, donc aussi du gros niveau. On va pouvoir suivre ça, les manches, les quarts de finale, demi-finale et finale, tout cette semaine. Donc ça va être bien. Le final le 2 août. En plus en prime time à 21h30, 21h50, hommes et femmes, donc des bons moments à partager. Ensuite, dans cette semaine olympique, on va avoir un sacrément gros morceau qui est attendu par tout le monde du cyclisme, c'est la course en ligne. Et là, la course en ligne, ça va être plutôt spectaculaire. Donc au niveau des kilomètres, ça va donner quoi, Louis? Le 3 août pour les hommes, et ils auront à parcourir 273 km pour 2800 mètres de dénivelé, donc on est clairement sur des chiffres de monuments, tout simplement. Qui dit monument dit voilà, réservé à une certaine élite. On a un circuit, une grosse partie en ligne, avant un circuit final de 18,4 km à réaliser à 3 reprises au centre de Paris, avec notamment la difficulté qui est la butte Montmartre. Alors, en soi, si on l'a fait qu'une fois, c'est dur, mais pour des garçons de ce niveau-là, il n'y a pas trop de problème. Il y a la difficulté va venir évidemment de la distance et de l'enjeu, forcément, mais aussi, et ça c'est un point important et qui est commun hommes et femmes, il y a seulement 90 concurrents au départ. Oui. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte parce qu'on est face à des tout petits collectifs, c'est-à-dire que les plus grandes équipes seront représentées par 4 coureurs, à part la Grande-Bretagne, il me semble qu'ils seront 5 parce qu'ils ont des quotas dans toutes les disciplines. Mais sinon, il y a quelques pays à 4, dont la France, qui est un réel avantage. Et sinon, c'est des petites nations, enfin, c'est des petites équipes du moins, à 3 pays, 2 pays, 1 pays. Voilà, ça se fait en fonction du classement UCI des nations. Par exemple, la Slovénie, il va avoir 4 coureurs, forcément, parce que avec Pogačar, Roglič, Mohorič et consorts, ils ont beaucoup de points. Du coup, voilà, mais ça joue vraiment parce que c'est des petits collectifs, donc les mouvements ensemble, c'est plus compliqué. Surtout sur aussi long, contrôler à 4, c'est une chose, mais contrôler à 4 sur 6h30 de course, c'en est encore une autre. Donc voilà, on devrait se retrouver rapidement sur du mano à mano entre champions. Et certains savent pas trop faire. Il y en a qui n'ont pas l'habitude d'être livrés eux-mêmes aussi longtemps. D'autres aiment ça, comme Pogačar, Evenepoel ou Van der Poel, ou voilà, qui ont l'habitude de faire des raids solitaires. Spécialistes. Voilà, du coup, ça va faire une course assez inédite, donc assez inattendue, très très dur de donner un pronostic, même si moi je mets une pièce sur Mathieu Van der Poel. D'une part parce qu'il a le nouveau Canyon Aérode. oui, totalement, oui. Mais bien sûr. Ça sera running gag toutes les semaines. Non, mais aussi parce que il a montré l'an passé au championnat du monde, il a fait un tour un peu, alors anonyme, ce serait exagéré, mais en tout cas, voilà, pas à la hauteur des attentes qu'on peut avoir de Mathieu Van der Poel dès qu'il prend le départ d'une course. Et c'était en préparation du mondial où il a été absolument éblouissant. Donc, ma piécette va là-dessus, mais sur Mathieu, mais c'est vrai que la course promet d'être indécise. Écoute, moi je vais pas me risquer à faire un pronostic, même si au fond de moi j'aimerais bien que ce soit quelqu'un de l'équipe de France qui remporte, parce que ça sera Julien Alaphilippe, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Kevin Vauquelin. Ça va être plutôt intéressant à suivre. Très belle équipe, oui. Sachant que si la pluie se mêle à l'histoire, les pavés de Montmartre, ils sont pas réputés pour l'adhérence.
C'est pas fou, et Ça, en 2024, la pluie c'est possible. Hein. Ouais, On pense sur la canicule, sur la pluie, ce sera sans doute un plus des la deux. pente. Non, ça peut être intéressant. Ce qui va être bien, bon, c'est clairement avec un départ et une arrivée au Trocadéro, ça va être hyper joli aussi à voir. Et ouais. Non, belle équipe de France, Belle équipe. à la façon prime, c'est clairement un circuit pour lui. Laporte, c'est un homme de championnat classique, champion d'Europe en titre, qui pourrait tout à fait s'exprimer sur un circuit comme ça. Madouas a gagné un championnat de France particulièrement exigeant avec une pente raide et quelques pavés. Et de la longueur. Et de la longueur, c'est ça, De la un longueur. circuit de championnat. On a l'habitude de Thomas Vauclair qui sera à la manœuvre, nous sortir des stratégies improbables mais qui fonctionnent, parce qu'il connaît bien ses coureurs. On n'a pas d'oreillette là. Pas d'oreillette, alors après, comme ça tourne un peu de tous les côtés, pas d'oreillette, mais beaucoup d'infos en bord de course et petits pelotons. Des pour aller les pancartes. chercher. Des pancartes, des mots sur les bidons, Oui, des parce que- ardoises. Si on revient sur le nombre de coureurs au départ, c'est moitié moins que sur une course classique, hein, voire Ouais. même 2 tiers de moins. Ouais, globalement, et avec très peu de collectifs, ou du moins beaucoup de collectifs, mais tout petits. Mm. Donc, certains coureurs, d'ailleurs, un peu isolés, devront peut-être trouver des alliances de circonstances. On pense à un Binyam Girmay, qui aurait tout à fait le profil de régler un sprint en petit comité, mais qui est tout seul au départ. Oui. Donc, il n'y a pas en plus beaucoup de coureurs de son équipe de marque non plus qui pourraient être dans la même situation et faire une alliance de circonstances. Il n'y en a pas non plus énormément, des coureurs d'Intermarché ou Antique, donc c'est typiquement le genre de garçon qui va devoir redoubler de prudence, de vigilance, de mal. Ouais, et puis malice. ça va être intéressant parce que finalement c'est une course qui arrive tous les 4 ans, qui est quand même assez originale. Et là, le fait qu'elle soit en France, clairement, en tant que Français, on va beaucoup plus le regarder. Bien sûr. Donc ça va être intéressant. Moi personnellement, l'an dernier, je l'ai pas vu, hein, la course. L'an dernier, c'est normal. À Tokyo, t'as Non. loupé des trucs, c'était Non, mais- sympa. À Tokyo, justement, chez les femmes Tokyo. notamment. ça passe vite. Oui, ça passe. Ça passe vite. Lui, c'était que 3 ans, en fait. Mais donc, pour les femmes, ce sera 165 km, pardon. Alors, une partie en ligne similaire, mais pas exactement pareil, évidemment. Et toujours 3 tours de circuit avec toujours la même difficulté. Donc, ça fait un final plus dense chez les femmes, mais une course presque plus habituelle, parce qu'on a des pelotons qui sont un peu plus petits chez les femmes toute la saison, et surtout une distance 165 km qu'elles rencontrent même lors de grands tours. Donc la distance, bien qu'elle soit longue, et c'est moins inédite pour les femmes. Par contre, le circuit est donc plus dense, et toujours 90 coureurs, coureuses en l'occurrence, et du coup ça fait encore plus décousu. On avait vu un fiasco total des Hollandaises à Tokyo, qui pensaient arriver pour la gagne, alors qu'en fait il restait une échappée, Kiesenhofer, l'Autrichienne, qui est du coup championne olympique en titre. Pas d'oreillette, on y revient, t'as tout à fait raison. Des petits collectifs, donc pas fort, une fois qu'on s'en rend compte, pas tant de monde que ça pour réagir. Tout le monde qui attend les Hollandaises parce qu'elles sont archi favorites avec de Voluring, mais aussi avec Buzz qui vient d'écraser le Tour de Belgique, etc. Donc à Tokyo, ça a créé, alors des surprises en tout cas, un scénario inattendu. C'est tout à fait possible qu'on ait ce genre de scénario cette année. Là, tu louperas pas, hein, sinon c'est Los Angeles après Non, 2028. je serai devant. J'ai Et- prévu ma semaine de vacances exprès pour Ouais. regarder toutes les épreuves olympiques. Et du coup, chez les femmes, ce sera Oui. Audrey Cordon, Juliette Labou et Victor Berthaud qui représenteront la France. Là encore, une belle équipe. Audrey qui est expérimentée, Juliette qui est vraiment la leader de cette équipe et qui, Victor. je vous l'annonce depuis toutes les semaines, comme le Canyon Road depuis le début de l'année, qui sera éblouissante en août, j'en suis sûr. Et Victoire, un peu à l'image de Madouas qui avait gagné le championnat de France à Cassel l'an passé sur des conditions similaires. Du coup, maintenant, on va passer à la piste. C'était la discipline de prédilection qui va attaquer à partir du 5 août. Et là, c'est vrai que j'ai attaqué à regarder un peu le programme. C'est vrai que moi, la piste, clairement, je la regarde tous les 4 ans. Comme la... Ah non, la route même pas. Non. La route, je la à peu près tous les 8 ans parce que j'en rate une. Tu vois. Ça va. La piste, c'est tous les 4 ans pour moi. Et c'est vrai que la première semaine, on attaque par la vitesse par équipe et la poursuite par équipe. Ouais. Et du coup, on n'a pas du tout le même type de coureur. Peux-tu m'expliquer légèrement Alors, rapidement, parce que- c'est assez similaire à l'athlétisme ou à la natation, mais on s'en rend mieux compte en athlétisme. Mhm. Il y a le sprint, donc il y a Usain Bolt. En l'occurrence, chez nous, c'est plutôt Sébastien Vigier, Ryan Elal, Florian Grengbo et Melvin Landerneau qui sera remplaçant. Donc c'est des très grosses cuisses, c'est ceux qu'on a l'habitude de voir, c'est les Florian Rousseau, Arnaud Tournant, Mhm. voilà, les coureurs historiques, Félicia Ballanger chez les femmes. Donc là, c'est vraiment des coureurs qui ne font que de la piste et que du sprint. Grosse Ouais. cuisse. Grosse cuisse, voilà. Moi, chez Pistard, on voit bien la différence de gabarit avec un Seb Vigier, ou Ryan Elal, ou les Allemands ou les Hollandais au niveau international. Et du coup, on a le sprint qui regroupe la vitesse individuelle, la vitesse par équipe et le Kirin.
Ok. Il y a d'autres épreuves, mais pas aux Jeux Voilà, Olympiques. qui seront toutes. On va attaquer Ça, c'est les 3 épreuves toute la olympiques. semaine. Et ensuite, on a l'endurance, qui est comparable à un demi-fond, au demi-fond en athlétisme. Ok. Où là, on a des garçons des filles qui sont spécialistes de la piste, forcément, mais qui, pour beaucoup, courent sur la route. C'est l'exemple le plus connu, je pense que ça va être Filippo Ganna et Lotte Kopecky chez les filles, voilà, qui sont parmi les top 10 mondiales, qui font partie du top 10 mondial et qui sont aussi champions du monde sur la piste. Donc voilà, en endurance, on peut faire les deux, tout le monde ne le fait pas. Oui, mais complètement. en tout cas, pense c'est à Benjamin Thomas aussi, qui a Par remporté une course sur une étape sur le Giro, pardon, entre autres, ouais. et qui qui fera partie de l'équipe de champion France du monde sur la piste et qui est médaillé avec Donovan Grondin, c'était médaillé à Tokyo. Quand t'étais pas encore. Pas encore. Alors on attaque la piste le lundi 5 août avec le tournoi de vitesse par équipe femmes dans son intégralité. Malheureusement, pas d'équipe de France. Paris, on parlera de l'héritage des Jeux, a lancé une dynamique, a recréé une équipe de France femmes de vitesse par équipe, ce qui n'avait pas été le cas à Tokyo. Mais voilà, ça s'est joué à quelques mois, à quelques manches près, mais ça l'a pas fait pour la qualification pour ce tournoi-là. On pourra en revanche suivre avec attention le début du tournoi de poursuite par équipe hommes, où la France sera représentée par Thomas Bouda, Thomas Denis, Benjamin Thomas et Valentin Tabellion. Voilà, ils auront fort à faire face notamment à l'Italie, championne olympique en titre, le Danemark qui avait fait deuxième, mais aussi évidemment l'Angleterre et d'autres. Oui, honnêtement, on a quand même les noms qu'on reconnaît le plus finalement quand on est spectateur de cyclisme. Oui, c'est ceux qu'on a l'habitude de connaître. Donc la vitesse par équipe, on y revient. Oui. C'est donc une épreuve de sprint qui se déroule sur 3 tours. On a 3 concurrents au départ. Chaque concurrent de chaque équipe doit faire un tour. Ok. Il fait un tour à fond avec ses collègues dans la roue, il s'écarte. Le deuxième, il fait un tour à fond, il s'écarte. Et le troisième finit tout seul, le dernier tour, et le temps est pris du coup sur le temps. La poursuite par équipe, c'est du coup la version longue, c'est-à-dire qu'on part à 4 coureurs par nation. En face à face alors pas en qualification. En qualification, c'est uniquement un chrono. Comme un tour le plus rapide en F1 par exemple. Oui. C'est pas en confrontation. Du coup, on part à 4, on doit finir minimum à 3, c'est-à-dire qu'on a le droit de perdre un joueur en cours de route. C'est souvent le cas du démarreur. Alors vous allez voir les commentateurs à la télé qui vont vous dire que le plus faible à sauter, c'est pas du tout le cas, c'est le plus spécialiste, c'est-à-dire celui qui est le meilleur au départ, souvent. Voilà, il prend cette charge-là parce que lancer l'équipe pour passer de 0 à 70 km/h en 15 secondes, ça demande beaucoup d'énergie, donc cette énergie lui manque sur la dernière minute. C'est inhumain, déjà. Mais c'est pour ça, du coup, on laisse le loisir, je sais pas, mais en tout cas la possibilité au démarreur de ne pas terminer la poursuite par équipe. Et donc, les coureurs doivent progresser ensemble, puisque le temps est pris sur le 3e coureur. Donc il faut aller le plus vite possible, mais cette fois ensemble. Donc c'est la différence entre vitesse par équipe et poursuite par équipe. Oui. La distance, évidemment aussi, 3 tours, on l'a dit pour la vitesse par équipe, 16 tours, 4 km pour la poursuite par équipe. On est sur des moyennes. Chez les filles, on va approcher les 4 minutes, donc ça fait 60 à l'heure de moyenne départ arrêté sur la poursuite par équipe. Les garçons, le record du monde actuellement est en 3,42, donc ça fait peut-être 65 de moyenne. Voilà. Et en vitesse par équipe, on est aux alentours de 40 secondes pour faire 3 tours, donc là encore, c'est au-delà de 60 à l'heure de moyenne. Donc c'est les épreuves très spectaculaires, ça roule très vite. Oui. Y a des émotions, parce que c'est par équipe, donc je vous encourage à attaquer, à suivre ça dès, donc, on l'a dit, le lundi 5 août. Pour la vitesse par équipe, et on continuera le 6 août avec cette fois la vitesse par équipe homme, même principe, et le début du tournoi de la poursuite par équipe femme, et là la France sera représentée, alors il y a 5 filles, mais parce qu'on a une remplaçante grâce à Victoire Berthaud qui fait la route, donc Victoire Berthaud, Marion Boras, Clara Copponi, Valentine Fortin et Marie Nenette, bien sûr. Tu la connais bien? Je la connais bien, elle est en pleine forme. Donc voilà, donc ça c'est dès le mardi 6 août. Oui. C'est ce genre. Ça va. Et puis en plus, tout ce qui est poursuite, vitesse, on a plein de manches. Donc c'est étalé tout au long de la journée. C'est des tournois, c'est ça qui est bien aussi sur la piste. Donc un tournoi de vitesse par équipe comme de poursuite par équipe, c'est en 3 épreuves, qualification. Donc il y a 10 équipes au départ, les 8 premières sont prises. Un premier tour qui est légèrement différent entre vitesse et poursuite par équipe. Et ensuite des finales. Alors aux Jeux Olympiques, tout le monde passe en finale. On va faire une finale pour la 7e et la 8e place. Championnat du monde, on fait que pour les médailles, mais voilà. Et ensuite, la finale, c'est vraiment le plus spectaculaire parce que là, on est en confrontation cette fois, et c'est vraiment celui qui bat l'autre, il est champion olympique et l'autre non, et celui qui bat l'autre, il est médaillé. C'est là, on retrouve un fonctionnement plus
plus classique. Donc voilà, mais je vous encourage vraiment à regarder ces épreuves sur piste. C'est plus parlant en regardant. Mais c'est clairement un régal. En fait, c'est plus parlant en regardant ce qui se passe. Et de toute façon, l'avantage de la piste, c'est que même si on comprend pas, ça roule vite, très vite. C'est hyper technique. Il y a des super beaux vélos. Il y a une ambiance d'arène parce qu'on est comme dans un stade fermé. Donc voilà. Donc même si on comprend pas tout, ça vaut le coup de se laisser embarquer par le truc. Et quand tu dis on comprend pas tout, la semaine prochaine, ça sera encore plus compliqué parce que là, on a des épreuves. On attaquera les épreuves en peloton. Omnium, Madison. Ouais, on attaquera les épreuves en peloton. Ça peut être des noms très compliqués. Dans tous les cas, notez-nous en commentaire vos favoris, que ce soit pour épreuve sur piste ou sur route, car clairement, c'est le moment un peu de dire un peu si vous préférez voir la piste ou du cyclisme sur route, parce que clairement... Ou tout, ça se chevauche pas, donc on a le temps de... Ouais, ça se chevauche pas, on a le temps de voir. Et nous, on va passer aux actualités et aux résultats. Sauf que Louis, je t'abandonne. Moi, je pars faire une petite course. Tu vas aux Jeux Olympiques ? Non, je vais pas assez vite. Je vais faire 850 km dans le désert, que je vais filmer, justement. Ouais. Et puis, ça te laissera le temps de parler des résultats que tu souhaites et de toutes les nouveautés. Le premier insight sur ta course ultra nous avait bien plu, donc on a décidé de refaire. Là, c'est plus court, mais plus dur, avec beaucoup plus de soleil. Donc, et pas mal de préparation, notamment matériel, donc qu'on pourra suivre dans la vidéo que tu vas aller tourner avec Yoann. Merci. Allez, bonne chance. Et bonne semaine à tous. Te perds pas dans le désert ? Ah non, j'ai le GPS. Bah oui, tu mets le waouh. On se retrouve donc pour l'actualité et les résultats, et vous le voyez dans un studio un petit peu spécial parce que je suis monté à Paris en immersion avec les équipes de France de cyclisme. Et à cause des incidents SNCF, je n'ai pas pu redescendre à temps pour vous faire le résumé à Bayonne. Néanmoins, les résultats ont été passionnants, ce week-end de course a été passionnant, avec notamment le contre-la-montre des Jeux Olympiques. On a vu chez les femmes la victoire méritée, et on l'avait annoncé lors du dernier show de Grace Brown, la coureuse de la FDJ Suez, qui courait bien sûr pour l'Australie, qui l'a emporté, largement emporté même, devant Anna Anderson l'anglaise et Chloé Dygert l'américaine. Une magnifique course qui a été marquée, comme chez les hommes, par de nombreuses chutes, notamment celle de Lotte Kopecky, due à la pluie qui s'est abattue sur Paris. A noter que Juliette Labou, première française, termine 4e, pas si loin du podium. C'est à la fois une très belle performance et un petit peu de déception. On espère qu'elle saura prendre sa revanche lors de la course en ligne. Du côté des garçons, c'est Remco Evenepoel qui l'a emporté. Apparemment, il a super bien récupéré de son Tour de France puisque le Belge gagne là aussi relativement aisément devant Filippo Ganna et l'Italien et Wout van Aert le Belge. Kevin Vauquelin, seul Français en lice, a subi des problèmes de vélo dès le début de sa course et termine un petit peu plus loin. Là encore, il y a beaucoup de promesses pour la course en ligne, puisque Julien Alaphilippe de son côté vient de remporter la dernière étape du Tour de République tchèque, dont le général a été remporté par le Suisse Marc Hirschi, mais Julien prouve qu'il arrive en forme au bon moment. Et enfin, et c'est Max qui vous l'avait prédit, et on l'espérait tous très fort, c'est la victoire de Pauline Ferrand-Prévot lors de l'épreuve de cross-country. Elle a, dès le premier tour, pris la tête avant de réaliser une magnifique envolée seule tout au long de la course pour gagner avec plus de 3 minutes d'avance devant son public. Énormément d'émotions, Pauline qui agit tel un robot pendant la course et qui ensuite a pu profiter du public français, avec ce magnifique circuit d'ailleurs sur la colline d'Elancourt. Elle l'emporte devant Ellen Batten, l'américaine, et Riesveld, la suédoise. A noter par contre la chute de Loana Lecomte qui a subi une légère commotion cérébrale. Elle a donné des nouvelles rassurantes par ailleurs à la fin de la course. On lui souhaite le meilleur rétablissement possible. Et voilà, c'en est fini pour cette mise à jour des résultats et pour ce show. En attendant, il reste plein d'épreuves à suivre aux Jeux Olympiques et ailleurs. On vous souhaite un bel été. Et si vous ne voulez rien louper de l'actualité du cyclisme, n'hésitez pas à vous abonner à GCN en français.